Bonjour internet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour bien commencer, il faut que je vous donne un peu de lore, un peu de contexte si vous préférez. Comme pas mal de gens je crois, et notamment comme pas mal de gens qui aiment les livres, j'adore les carnets. Alors j'en ai de toutes sortes, il y en a partout chez moi. J'ai des journaux intimes, des carnets de notes, j'ai énormément de carnets de dessin aussi parce que c'est mon travail. Et chaque année, j'ai un carnet qui est un peu particulier. Alors ça s'inspire totalement des bullet journal pour celles et ceux qui connaissent. Et vraiment, il y a toute ma vie dedans. C'est un peu mon disque dur externe en fait. Chaque année dans ce carnet-là, je note, entre autres, les livres que je lis au fur et à mesure pendant l'année. C'est très satisfaisant de faire cette liste et avant d'avoir cette chaîne YouTube, ça fait partie des choses qui m'aidaient à me souvenir de mes lectures. Et voilà, j'aime bien reparcourir ces listes de temps en temps, ça me rappelle plein de souvenirs. Et l'année dernière, quand j'ai terminé ce carnet, et donc cette liste, je me suis rendu compte que j'avais lu moins de livres que d'autres années. Il y en avait 45 pour 2023, contre 53 par exemple en 2022. Et on était bien loin d'une année faste comme 2020 par exemple, où pendant les confinements successifs, j'avais lu 71 livres. Alors le but c'est pas de commenter ces chiffres en soi, la quantité de livres qu'on lit ça dépend d'énormément de facteurs. Il y a fort longtemps, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'essayais d'analyser pourquoi il était possible pour moi de lire beaucoup de livres, pourquoi il y a énormément de circonstances sociales, matérielles, etc. qui rentrent en compte quand on parle de quantité de lecture. Je vous mets cette vidéo ici et dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais non, le but de cette vidéo c'est d'essayer d'expliquer pourquoi le nombre de livres que je lis a eu tendance à baisser au fur et à mesure des années, et surtout pourquoi je pense sincèrement que c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation ? Il m'est arrivé de lire un livre et, pour une raison ou une autre, de le traîner. Mais vraiment d'avoir l'impression de le traîner pendant des semaines, voire pendant des mois, voire, je pense que ça peut arriver pendant des années. D'avoir une lecture qui est totalement laborieuse, à laquelle je retourne qu'à contre-cœur. Et j'ai remarqué que j'avais tendance à ressentir de la culpabilité et à me mentir à moi-même, à me convaincre qu'il fallait absolument terminer ce livre, voire même à me mettre des petits coups de pression. Du genre ok Margot, tu ne commenceras pas un nouveau livre tant que tu n'auras pas terminé celui-ci, ok ? Est-ce que quand je raconte ça, on se dit que j'ai des problèmes de riche ? Oui, clairement. Bref, tout ça, ça m'est arrivé il y a quelques années, et les vrais s'en souviendront. Je lisais Chronique de l'oiseau à ressort de Haruki Murakami, qui est un très gros pavé. Je ne sais pas si vous connaissez Haruki Murakami, c'est un auteur japonais contemporain qui est réputé pour écrire des romans et des nouvelles à l'atmosphère très particulière et vraiment teintée d'onirisme, de réalisme magique, qui contiennent souvent beaucoup de symboles et qui sont un petit peu nébuleux, un petit peu sinueux à suivre. Chronique de l'oiseau à ressort, c'est un bouquin qui fait plus de 840 pages et dans lequel je m'étais lancée parce que c'est un roman que Patti Smith adore. Et donc, comme moi j'adore Patti Smith, je me suis dit, allez, je me lance. En fait, au bout de 200 pages, j'étais vraiment saoulée. J'avais l'impression que tout cet habillage mystérieux, onirique, ça cachait quelque chose qui était assez creux finalement, ou en tout cas qui correspond pas du tout à mes goûts, en fait, tout simplement. En fait, je me suis forcée à continuer, en me disant que c'était sûrement moi le problème, et en fait j'ai fait une lecture en plus qui était hyper studieuse, enfin genre je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits post-it, j'essayais d'identifier des symboles qui revenaient, des patterns, j'avais même pris des notes, fait des genres d'arbres, de connexion des personnages, etc. Enfin, voilà, j'étais investie dans cette lecture, je faisais confiance à Murakami, malgré tout, pour m'emmener quelque part. J'étais vraiment investie, quoi. Et en fait, j'ai avancé dans ce livre, vraiment dans la douleur et dans la perplexité. Je procrastinais le moment de le reprendre, c'était vraiment l'enfer. Et à mesure que j'avançais, quand j'étais tentée d'abandonner, je regardais où j'en étais dans le livre et je me disais « Ah mais quand même, j'ai lu 200 pages maintenant, ou j'ai lu 300 pages maintenant. Ce serait dommage que j'ai lu tout ça pour rien, et ce serait dommage d'abandonner maintenant. » Bref, je pense que vous voyez bien le genre d'engrenage dans lequel j'étais, et j'ai mis plus de 2 mois à finir ce livre, ok ? Et quand je suis arrivée à la fin, j'ai vraiment eu l'impression d'émerger comme ça, d'arriver comme au bout d'un sentier. Et sur ce sentier, il y avait Murakami qui m'attendait, l'auteur, et il m'a regardé et il m'a juste dit « Bravo, c'est tout. Il n'y aura pas d'explication, il n'y aura pas de résolution à tout ce que tu viens de lire jusqu'ici. » En fait, à mes yeux, la fin était tout aussi absconse et creuse
que le début. Et j'étais dégoûtée, voilà. Ce jour-là, je crois que j'ai pris une grande leçon et en toute humilité, j'aimerais vous la partager parce que j'aimerais être pour vous cette voix bienveillante que je n'ai pas pu être pour moi-même. Parce que comme vous pouvez le voir, rien qu'avec cette histoire, quand on s'obstine, ce n'est pas toujours payant. Parfois, les raisons qui font qu'on s'accroche à un livre, c'est pas un merveilleux élan de se dépasser soi-même et de sortir de sa zone de confort. C'est pas nécessairement beau ou noble, et moi je suis même convaincue que c'est parfois stupide, et que ça peut entretenir un rapport au livre qui est très teinté de souffrance et de culpabilité, et qui n'est même pas très rationnel. Parce que comme je me le disais, et comme vous le dites peut-être par moments, j'ai déjà lu 300 pages, ce serait dommage d'avoir fait ça pour rien et d'abandonner maintenant. C'est totalement symptomatique d'un biais cognitif qui est assez connu et qui s'appelle le biais des coûts irrécupérables. Ce biais, il consiste à penser que parce qu'on a investi dans quelque chose, même si ça ne marche pas, il faut continuer. On veut pas s'arrêter parce que on a déjà investi du temps ou de l'argent par exemple, et donc on continue, quitte à perdre encore plus d'argent et encore plus de temps du coup. Donc quand vous lisez un livre, le temps que vous avez déjà passé dessus, il est irrécupérable. Vous ne pourrez pas récupérer ce temps, voilà, c'est mort. En revanche, vous pouvez décider du temps qui reste si vous vous obstinez à le continuer. En plus, dans le cas des livres, vous pouvez même récupérer une partie de l'argent que ça vous a coûté en le revendant d'occasion ou en l'offrant à quelqu'un d'autre, par exemple. Donc voilà, déjà, je trouvais que c'était quand même intéressant de dire ça parce que ça me semble assez matériel et concret. Et je crois que concernant les livres, il y a quelque chose qui renforce beaucoup ce sentiment de culpabilité et cette impression qu'il faut absolument aller au bout, etc. C'est l'idée que lire un livre, c'est comme une bonne chose en soi. Lire, c'est bien. Je pense que je ne vous apprends rien en disant que la lecture, c'est quelque chose qui est très valorisé socialement. C'est quelque chose qu'on nous apprend à l'école, qu'on valorise chez les enfants, et qui correspond à des représentations de classe aussi. Et je pense que, en fonction de notre parcours scolaire, de nos origines sociales, de neuroatypies qu'on peut avoir comme la dyslexie, comme le trouble de l'attention, bref, de tout un tas de choses, il peut être facile de se sentir dominé par les livres. Et donc de ressentir de la culpabilité si on comprend pas ce qu'on lit, si ça nous saoule, si on n'y prend pas le même plaisir que d'autres personnes. Surtout si c'est un livre, par exemple, de culture légitime, de littérature classique, ou un livre qui a été plébiscité par des figures d'autorité. Et donc, abandonner franchement un livre, ça peut être un geste difficile, qui peut nous faire penser, non seulement c'est moi qui suis pas à la hauteur, mais en plus, je suis même pas légitime à avoir un avis sur le livre si je l'ai pas terminé. Je crois que c'est un gros blocage et c'est quelque chose qui montre pour moi que la lecture, c'est pas un loisir comme les autres. Il y a une forme de pression et il y a un imaginaire quand même derrière. Pourtant, si lire un tas de livres faisait de vous une meilleure personne, je pense que ça se saurait. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. Néanmoins, vous trouverez par exemple sur internet quantité de contenus et de vidéos qui vous expliqueront comment lire plus vite, des contenus qui vous font plus ou moins comprendre que si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute finalement. C'est vous qui êtes à blâmer si vous ne terminez pas 157 livres dans l'année, parce que littéralement tout le monde peut prendre 30 minutes dans sa journée pour lire. Et ces injonctions, elles véhiculent un faisceau de violence symbolique qui est pour moi totalement contre-productif, parce que je crois qu'elle renforce en réalité le dégoût et le sentiment de culpabilité que beaucoup de gens ont dans leur rapport au livre. Et surtout, ces contenus et ces injonctions oublient totalement l'ensemble des conditions matérielles, sociales, médicales, qui permettent de lire et qui permettent d'y prendre du plaisir. Là, je suis devant mon ordi et je voulais vous montrer un truc. Vous allez voir, il y a des chiffres, il y a des petites infographies et tout. Waouh! Quand je vous disais que la lecture est valorisée socialement, c'est pas une vue de l'esprit. Il y a des institutions d'État qui ont pour mission d'encourager la lecture. Déjà, il y a l'école, bien sûr, mais il y a aussi des organismes comme le Centre national du livre. Là, je suis sur le site et c'est écrit dans ses missions. Le Centre national du livre est le premier soutien du livre et de la lecture en France. Il a pour mission, blablabla, et de favoriser le développement de la lecture auprès de tous les publics. Et tous les ans, cette institution commande une étude à l'Ipsos qui s'appelle « Les Français et la lecture ».
Apparemment, le CNL n'aime pas l'écriture inclusive, donc les françaises, voilà. Je vais vous montrer, il y a des petites infographies et tout, et si vous voulez voir cette étude en entier, il y aura le lien dans la description. Alors de mon point de vue, il y a plein de choses à prendre avec des pincettes dans cette étude. Déjà, c'est du déclaratif, ça se base sur ce que les gens disent d'eux-mêmes et de leurs pratiques culturelles. En fait, je me demande si les personnes qui lisent énormément de threads Twitter, de webtoons, de fanfiction, de choses comme ça, est-ce que ces gens diraient d'eux-mêmes et d'elles-mêmes qu'ils sont des lecteurs ou des lectrices ? Peut-être pas, alors que c'est de la lecture en vrai. Ce qui est même vrai, c'est qu'on n'a jamais autant lu et écrit que ces 20 dernières années, avec le développement et l'utilisation vraiment quotidienne des réseaux sociaux, des messageries instantanées, etc. En fait, tout le monde lit énormément, mais dans le cadre de ce genre d'études, la lecture, c'est les livres. Même s'ils sont audio ou sous forme numérique, lire, c'est lire un livre. Ok ? Donc j'espère que vous vous êtes bien rentré ça dans vos petites caboches. Ok, poursuivons. Donc cette étude, elle montre que les gens déclarent lire en moyenne 22 livres par an. Je trouve que c'est énorme, je trouve que c'est un gros chiffre quand même. Après, voilà, ils expliquent bien que ça inclut tout type de livres, y compris de la bande dessinée par exemple. On voit aussi que les femmes lisent davantage de livres que les hommes. Bref, en gros, ce que je voulais dire, c'est que vous qui me regardez, d'après le Centre national du livre, il est probable que vous lisiez en moyenne une vingtaine de livres par an. Or, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des millions de livres out there dans le monde. D'après Google, il y en aurait même environ 130 millions. Et donc ma question est la suivante. Pourquoi on s'obstine à lire ce livre qui ne nous plaît pas et qui nous rebute, alors qu'il y en a tant d'autres à lire ? Que peut-être si on le pose et qu'on en prend un autre, celui-ci nous plaira tellement qu'on va le dévorer en 3 jours. Pourquoi ce masochisme ? Ce qu'on voit aussi dans l'étude du CNL, c'est que le principal obstacle à la lecture, c'est le manque de temps. Déjà, la lecture, elle rentre en concurrence avec nos autres loisirs. Moi, par exemple, j'adore le sport et les jeux vidéo, et c'est d'ailleurs une chaîne dédiée aux jeux vidéo qui s'appelle Game Next Door, qui m'a un peu inspiré, enfin qui m'a totalement inspiré la réflexion que je présente ici. Il y a quelques années, ils avaient fait une vidéo qui s'appelle comment j'ai accepté de ne plus finir les jeux. Donc voilà, j'en profite pour vous la conseiller et pour les remercier de m'avoir inspiré. Et un point d'ailleurs qu'ils abordaient dans leur vidéo et qui recoupe ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est sur cette question du temps et des conditions matérielles. Certains et certaines ont, encore plus que d'autres, des vies très remplies, et ce temps qui va être dédié à la lecture, il est très précieux en fait. C'est pour ça que j'aimerais que cette vidéo, elle puisse faire gagner du temps, elle puisse pousser des personnes à lire des choses qui leur plaisent et qui leur donnent confiance en elles, plutôt que le livre devienne un truc à faire ou un truc qui fait se sentir bête, qui culpabilise, qui reproduit peut-être certaines violences symboliques, certains mépris qu'on peut connaître dans d'autres aspects de nos vies. C'est pour ça que dans le fait de pas terminer un livre, en fait, moi je vois vraiment un geste d'empouvoirment. Ne pas terminer un livre, c'est pas déclarer forfait en fait. Au contraire, c'est prendre suffisamment confiance en soi pour dire je vais choisir autre chose. Ce n'est pas moi qui ne suis pas à la hauteur, c'est le livre qui ne l'est pas, ou en tout cas qui l'est pas à ce moment-là, pour moi. C'est se faire confiance plutôt que faire confiance à un auteur, à une institution ou à un truc d'autorité. Et je crois que contre-intuitivement, apprendre à abandonner les livres, ça permet de mieux apprendre à les aimer et à ne pas se laisser dominer par eux. J'espère que cette vidéo un peu plus courte, un peu plus décontractée et surtout que cette réflexion vous a plu. En tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à me décontracter et à retrouver du plaisir à lire, de m'autoriser à abandonner des lectures. Et je sais que c'est un peu à contre-courant de beaucoup de discours qui prônent la persévérance, le travail, le dépassement de soi et de ses limites, etc., qui font de la violence symbolique tout le temps et qui, en plus, je crois vraiment, n'aide pas spécialement les gens à lire ou à kiffer les livres. Même si, encore une fois, moi ça m'est égal, je crois pas que kiffer les livres ce soit une bonne chose en soi, je crois pas que ça fasse spécialement des gens de meilleures personnes. Parfois je me demande même si c'est pas le contraire, mais bref, je parle de livres ici, j'aime les livres, j'aime énormément parler en roue libre comme ça sur cette chaîne, et je remercie très fortement les personnes qui me font, ou qui me feront, des dons sur Tipeee et sur Patreon. Voilà, à partir de 2 €, vous pouvez concrètement m'aider à écrire et produire ces vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et s'il vous plaît, si vous êtes arrivé jusque-là, dites-moi en commentaire quel livre vous avez abandonné et pourquoi. Rendez-moi fière, c'est un défi collectif. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.